Alors, comment cette morale basée sur l'opposition bon-mauvais peut être aussi comprise? L'opposition bon-mauvais est pour Nietzsche l'essentiel de la morale aristocratique. Donc, on peut considérer aussi, hormis la morale, l'aspect perspectiviste qu'on a vu dans la précédente vidéo, on peut aussi considérer que le bon, c'est toujours celui qui est le plus fort, celui qui affirme sa volonté sur celle d'un autre, parce que celle de l'autre est simplement plus faible. Une image simple pour comprendre cela est l'homme écrasant une fourmi en faisant un jogging. Sa puissance le place naturellement au-dessus de la fourmi, car celle de la fourmi est plus faible. Il n'y a pas de notion de bien et de mal là-dedans, c'est simplement que l'homme est bon puisqu'il arrive à vaincre. Celui qui est bon, c'est celui qui vainc. Euh, Bien évidemment, il ne s'agit pas toujours de violence quand on parle de force. D'ailleurs, les Nietzschéens ont tendance à dire que la violence est l'inverse de la force, même si beaucoup de gens disent aussi cela. La force, la véritable force, c'est quand le professeur, par exemple, a l'autorité pour imposer sa discipline. Comme l'élève a pris conscience que le prof a plus de pouvoir, a plus de force, il accepte de se soumettre au prof. C'est encore un jeu entre les différentes volontés de puissance dans ce cas-là. Euh, je vois venir le reproche de cette interprétation de dire que c'est le plus fort qui a toujours raison, et c'est vrai pour Nietzsche. Donc le reproche, oui, 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 mais voilà. Il n'y a la réponse au reproche, c'est que oui, le fort a toujours raison, mais il n'y a pas de mal à cela. Le faible n'a qu'à mieux se défendre. Alors, les idées dominantes d'une époque sont les idées de la classe dominante et pas de la majorité, disait Marx. Je répète parce que je l'ai pas bien dicté. Les idées dominantes d'une époque sont les idées de la classe dominante et pas de la majorité. C'est dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire que euh, les idées qui vont se faire appliquer vont être les idées de ceux qui sont les plus forts, la classe dominante. Pas de jugements moraux. Je vais maintenant essayer de faire un petit résumé de ce qui a été dit. Alors, du coup, pour commencer, et pour résumer ce qui a été dit dans cet audio et dans l'audio précédent, la morale aristocratique peut coexister avec le déterminisme, puisqu'elle ne se réfère plus aux notions de bien ni de mal. De plus, elle ne considère pas que l'homme est responsable ni de sa faiblesse, ni de sa force. Tout provient de la volonté de puissance. La seule chose qu'elle vise à affirmer est que notre intuition, et ce que notre intuition nous dit déjà en fait, mais qu'on a tendance à ne pas écouter, à ne pas vouloir entendre. Et cette chose, c'est que la force gagne et triomphe. C'est elle qui correspond au bon. Celui qui est plus fort gagne. Ça aussi, c'est une vérité de la palisse. La faiblesse ne triomphe pas, donc elle n'est pas bonne, mais au contraire mauvaise. On a vu que cette morale peut se comprendre d'un point de vue perspectiviste dans la première audio, car on ne triomphe que d'après un point de vue et jamais dans l'absolu. Elle peut aussi se comprendre par le fait que la vérité du plus fort est toujours la meilleure, pour ne pas citer La Fontaine. En effet, la volonté de puissance forte s'impose, et dans le domaine de la vérité aussi. Un exemple que je me permets. Par exemple, la théorie de l'évolution expose des arguments qui sont rationnels. Et donc, à partir de là, on considère que c'est vrai. Alors qu'à l'époque, l'Église avait des arguments qui relevaient du dogme, mais l'on considérait que c'était aussi vrai, car elle était dominante. À partir du moment où tout le monde considère que c'est vrai, alors c'est vrai. Et alors pourquoi est-ce qu'on peut expliquer que la théorie de l'évolution réussit à s'imposer sur le dogme chrétien? Car au XIXe siècle, la rationalité devient une valeur supérieure à la foi chrétienne. Encore le jeu des perspectives qui se met en place. Il n'est qu'une question de valeur. Il n'y a pas de vérité en soi, mais comme on considère que le vrai, c'est ce que nous dit la raison, et je vous vois venir aussi avec le. Mais si la raison le dit, c'est que c'est vrai, enfin, c'est logique. Oui, car d'après notre valeur, ce qui provient de la raison est vrai. Peut-être qu'un Indien d'Amérique dira que ce qui provient de son mysticisme, de sa religion, de la nature, c'est cela qui est vrai. Donc, le vrai, c'est subjectif. Et, et du coup, on voit ça parfaitement avec cet exemple de la théorie de l'évolution. Pourquoi est-ce qu'à partir du 19e siècle, petit aparté, la rationalité devient une valeur supérieure à la foi chrétienne? Parce que au Royaume-Uni et en France, il y a la Révolution française, il y a les révolutions faites basées sur des idées
qui sont celles des philosophes qui veulent placer la rationalité avant tout, et le triomphe de la raison, donc le siècle des Lumières en France, et en Angleterre, d'autres philosophes comme Hume, Locke, etc. Alors, quel est aussi l'avantage... Attends, je continue mon audio. Alors, cette morale aristocratique peut sembler fautive si elle nous condamnait à n'être uniquement forts ou uniquement faibles dans la vie. On a bien compris que c'était un enjeu qui était important. Soit on est faible, soit on est fort. Nietzsche pense certes que notre force ou faiblesse est conditionnée partiellement par la biologie et la culture, mais, l'avantage de ces notions de force et de faiblesse qui sont recouvertes respectivement dans la morale aristocratique par bon et mauvais est d'être mouvantes. Elles ne sont pas, justement, on l'avait vu, elles ne sont pas absolues comme bien ou mal. Personne dans la morale chrétienne n'est quelqu'un de bien à 50%. Soit on est quelqu'un de bien, soit on est quelqu'un de mal. C'est manichéen. Nietzsche pense que la force et la faiblesse, on peut être fort un jour et faible le lendemain. Il est possible d'être en position de force à un moment donné et d'être en position de faiblesse à un autre. Et tout le monde a déjà expérimenté les deux cas. Ce que Nietzsche veut faire comprendre, à mon avis, est qu'il ne faut pas se culpabiliser le jour où nous sommes en position de force et qu'il ne faut pas se lamenter en invoquant l'injustice quand nous sommes en position de faiblesse. Et c'est ça tout l'enjeu de la morale aristocratique avant tout. C'est ça son objectif. En position de faiblesse, il faut reconnaître avoir perdu, car la condition pour réussir, car n'oublions jamais que la condition pour pouvoir réussir est de pouvoir échouer. Plus la possibilité d'échouer est grande, plus la joie de réussite se voit grandie. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.